Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur TV Vendée dans votre matinale du mardi 4 mars. Très heureux de vous retrouver. On fait un petit coucou à Antoine que vous voyez bien sûr, notre réalisateur préféré, toujours en pleine forme aussi pour nous accompagner tous les matins. Bon courage à vous si vous vous apprêtez à prendre le chemin du travail. Et puis je vous rappelle que vous pouvez bien sûr réagir à l'actualité du jour avec le numéro du WhatsApp officiel qui est affiché. N'hésitez pas à envoyer un petit message avec votre prénom et votre commune de résidence. Nous avons reçu il y a quelques instants notre invité du jour, Nathanaël Rabalan, coprésident de l'association Trisomie 21 Vendée. Il est venu notamment nous parler des différentes missions menées par l'association sur le territoire du département, mais aussi de leur prochaine opération qui aura lieu le 23 mars prochain, opération Petit Déjeuner. Interview que vous retrouvez désormais sur tvvendée.fr. Voici maintenant les titres de l'actualité du jour. Nous nous rendrons ce matin à Angles à la rencontre du maire de la commune qui se démène pour trouver un médecin et un dentiste pour ses administrés. Il a contacté la quasi-totalité des facs de médecine et dentaire de France, mais rien n'y fait alors qu'un local est disponible pour pouvoir accueillir un cabinet. Nous ferons également un premier bilan du nouveau système de ramassage des biodéchets développé par l'agglomération des Sables d'Olonne. Un bilan positif puisque le système va être étendu dans les prochains mois. En janvier, il a permis de récolter 44 tonnes de biodéchets, mais la moitié des foyers n'ont pas encore été typés de leur nouveau système de tri. Et puis nous finirons par une rencontre avec Laurent Charliot, la Bible ligérienne du rock, auteur de nombreux ouvrages sur la musique. Il s'apprête à sortir son tout premier roman. Nous avons pu échanger avec lui sur ce nouveau projet. Mais avant de développer ces titres, on fait un petit point sur votre météo pour aujourd'hui, avec donc ce matin des nuages présents sur l'ensemble de la Vendée, mais rien de bien méchant. Comptez 3 à 4 degrés. Un petit voile nuageux restera présent dans l'après-midi également sur l'ensemble du département. Les températures se feront plus douces avec 13 degrés dans les terres et 14 degrés sur le littoral. On fait le point également sur les marées pour aujourd'hui avec une basse mer à 1h20 et 13h40, pleine mer à 7h30 et 19h40. Coefficient de 96 à 89 pour ce mardi. Le passage du Gois, lui, sera au plus bas et au plus praticable à 14h10. Le petit tour des marchés également pour aujourd'hui avec celui de Bournezeau, c'est de 8h30 à 12h30, place de la mairie. Celui de Talmont-Saint-Hilaire de 9h à 13h, c'est sur la place du Perret. Et puis un marché qui se déroule dans la soirée du côté de Landeronde sur le parking de la salle Astoul. On fait également un petit point sur vos conditions de circulation, rien de particulier à vous indiquer ce matin, si ce n'est les bouchons traditionnels à l'heure de l'embauche du côté de la Roche-sur-Yon, mais aussi à l'entrée des Sables d'Olonne ou encore un petit peu aussi du côté des Herbiers. Quelques travaux néanmoins à vous indiquer. Je vous rappelle que la départementale 2 entre Le Poiret-sur-Vie et Palluau est toujours fermée à la circulation. Il y a bien sûr plusieurs déviations. Fermeture également de l'axe entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Bretignolles-sur-Mer, la départementale 38 avec des travaux sur un ouvrage d'art. Vous avez également des circulations alternées sur la D160 entre La Roche-sur-Yon et la commune de La Ferrière en raison de l'installation de la fibre optique. Et puis enfin sur la départementale 949B entre Bournezeau, la sortie du péage de l'A83 et Chantonnay, il y a des travaux de remplacement des glissières de sécurité, ce qui provoque un basculement des voies de circulation et donc quelques perturbations également sur cet axe. Et aujourd'hui, nous fêtons les Casimir. Bonne fête donc à tous et un petit clin d'œil bien sûr à ce célèbre personnage de l'émission L'île aux enfants. Il est temps déjà de passer à l'actualité de ce mardi 4 mars. Voici le journal. Nous commençons avec cette affaire judiciaire qui a marqué la fin de l'année 2024 dans le département. Le 16 novembre dernier, dans la nuit, un groupe de 10 jeunes Vendéens avait mené une expédition punitive armés et cagoulés. Ils s'étaient rendus au domicile de plusieurs de leurs camarades à Dompierre-sur-Yon, à La Ferrière et Faleron. S'en étaient suivis des insultes et surtout des violences entraînant plusieurs jours d'incapacité de travail pour les victimes. Le procès de 8 de ces jeunes s'ouvre aujourd'hui au tribunal de La Roche-sur-Yon.
Il s'agit des 8 mineurs du groupe qui sont jugés au tribunal pour enfants. Les 2 autres majeurs seront eux jugés le 17 mars prochain en correctionnel. Nous reviendrons sur cette affaire dans notre édition d'information de 18h. Et puis nous l'avons également appris ce matin, un accident s'est déroulé hier à l'Île-Dieu. Les sapeurs-pompiers ont dû intervenir au niveau du fort de Pierre-Levé dans la citadelle Dieu où 2 personnes ont chuté dans les douves du château. 2 victimes, la première âgée de 29 ans a dû être héliportée en urgence absolue au centre hospitalier universitaire de Nantes. La deuxième personne âgée de 30 ans en urgence relative a elle été évacuée sur le centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon. En Vendée, de nombreuses communes peinent à trouver des médecins, mais aussi des dentistes. C'est le cas de la commune d'Angles, où un local est pourtant disponible, mais le manque de matériel freine les intéressés. Alors les habitants sont contraints de faire plusieurs dizaines de kilomètres pour se soigner. Le maire de la commune, Joël Monvoisin, se démène pourtant pour trouver un ou plusieurs médecins et dentistes et tente par tous les moyens de les convaincre. Il a même écrit à la totalité des facs de médecine et dentaire de France. Un reportage de Léane Rousseau. Bien sûr. Ouais. Devoir faire des kilomètres pour se soigner, les Anglésiens n'en peuvent plus. Des locaux médicaux pourtant disponibles, mais rien. Dina, qui a toujours vécu dans la commune, appelle à l'aide. Et c'est très difficile, autant pour moi que pour les autres personnes, parce qu'on était obligé d'aller sur La Rochelle ou sur Nantes. Et éventuellement sur La Roche-sur-Yon. Jusqu'à présent, on avait tout ce qu'il fallait. On avait 2 dentistes, ils sont partis. Ils n'ont pas été remplacés parce que personne n'a voulu reprendre l'activité. C'est ce qui se passe aujourd'hui un petit peu partout, en fait. Les gens partent à la retraite, il n'y a pas de remplaçant. Alors aujourd'hui, c'est quand même grave parce qu'il nous reste un seul médecin traitant qui va partir certainement l'année prochaine. Ça veut dire qu'on n'a plus de dermatos, plus de dentistes, plus de médecins traitants. Donc, il faudrait quand même que tous ces jeunes médecins qui sont ailleurs, qui viennent un petit peu, parce que c'est très agréable. Et je supplie tous ces jeunes médecins de venir, de ne pas nous laisser. Le maire n'explique pas cette désertification médicale. Un manque de financement, peut-être, mais pour lui, ces professions sont libérales et n'ont pas à être financées par la commune. Je ne m'explique pas pourquoi il n'y a pas notre commune n'attire pas. On n'est pas loin de Luçon, on n'est pas loin de La Roche-sur-Yon. On est à 10 minutes de la mer. On est dans le Marais, une petite commune sympa de 3500 habitants où il fait bon vivre. J'ai écrit à TF1 pour participer à l'opération SOS Village. J'ai écrit à toutes les facs de médecine et à toutes les facs dentaires de France. La commune n'a pas les moyens d'investir dans des cabinets médicaux et pour avoir des médecins salariés. Et puis, sincèrement, ma conviction, c'est que ce n'est pas aux collectivités d'assurer cette chose-là. Les médecins et dentistes sont des professions libérales. À Angles, les cabinets restent donc vides et les habitants, eux, toujours sans solution. Éventuellement, une période de transition. Depuis le mois d'octobre 2024, l'agglomération des Sables d'Olonne développe son réseau de tri des biodéchets. Distribution de kits de tri aux habitants, installation de points de collecte, nouvelle tournée de ramassage. Ce nouveau système a permis de récolter 44 tonnes de biodéchets en janvier, mais il reste encore 15 000 foyers à équiper. Un bilan néanmoins encourageant puisque jusqu'à présent réservé aux maisons individuelles, l'agglomération souhaite désormais étendre ce système aux copropriétés et aux restaurateurs. Le principe de la collecte des biodéchets est différencié. Sur les communes rétro-littorales, les 4 communes rétro-littorales, Verrès, Saint-Mathurin, l'Île-d'Olonne et Sainte-Foy. La grande majorité, c'est un compostage individuel qui a été préconisé, puisque comme on habite à la campagne, il y a un concept de la campagne où les gens ont des jardins. Et donc, il y a un compostage individuel avec une remise gratuite des composteurs par l'agglomération. C'est commencé et les choses se passent plutôt bien, mais il y avait déjà du compostage qui était fait bien des années auparavant. Ce n'est pas une nouveauté, mais on confirme et on concrétise le compostage. C'est un début encourageant. On a collecté sur le mois de janvier à peu près 45 tonnes de biodéchets. On constate qu'on a diminué nos ordures ménagères de 2% en comparaison janvier 2025 à janvier 2024, ce qui était l'objectif, de détourner des ordures ménagères les biodéchets en diminuant nos tonnages d'ordures ménagères. Et donc on constate en ce début d'année qu'on commence à percevoir qu'on est dans le bon chemin.
Les magasins U de Vendée ont ouvert leurs portes au réseau d'agriculteurs vendéens Juste et Vendéens. Objectif, leur permettre d'échanger avec les clients, mais aussi de promouvoir une alimentation de qualité et de proximité. Depuis 2018, la marque Juste et Vendéens permet aux producteurs qui détiennent cette marque, une cinquantaine, d'être rémunérés au prix juste de leur travail. L'intérêt, c'est de montrer ce qu'on fait. C'est aussi de reprendre en main la communication pour promouvoir nos produits. C'est aussi dire aux consommateurs que si on veut une agriculture forte demain, il faut qu'elle soit rémunératrice. Les gens reconnaissent la marque, ça y est, au fil du temps des opérations, parce qu'on essaye de faire une ou deux communications dans les magasins par an. Ça nous paraît très important déjà de faire vivre le territoire en local avec les agriculteurs et les produits, et puis également de faire prendre conscience aux clients qu'il y a des bons produits qui existent et qui sont à juste rémunération avec une transparence totale avec tous les intervenants dans la chaîne et surtout pour les agriculteurs. Et il nous paraissait important de les mettre en valeur aujourd'hui dans tous les magasins U de Vendée par rapport à cette éthique et de le dire aux clients tout simplement. La fin du Vendée Globe, c'est aujourd'hui pour Fabrice Amédéo. Le skipper de Nexans est attendu en fin d'après-midi au Sables d'Olonne. Il sera officiellement le dernier au classement de cette 10e édition, puisque la ligne d'arrivée ferme vendredi à 8h et le Belge Denis Van Winberg, qui est toujours en mer, doit lui arriver dans le week-end. Il ne sera donc pas dans le classement officiel de la course. Les arrivées bien sûr de Fabrice Amédéo et de Denis Van Winberg sont à vivre sur TV Vendée, et nous vous proposons vendredi soir de revivre cette 10e édition avec un documentaire exceptionnel. Laurent Charliot, journaliste, animateur, chroniqueur et écrivain vendéen, sort le 4 avril prochain son premier roman, L'ombre d'un roi, aux éditions Iéna. C'est l'histoire d'une journaliste du New York Times qui doit couvrir un procès, celui d'un sénateur accusé de fraude fiscale en Floride. La fiction et le réel se mélangent dans ce roman. Laurent Charliot revient ainsi à sa passion de l'écriture, lui qui est déjà l'auteur de nombreux ouvrages sur la musique, dont la série Rock Stories. Louise Viadger est allée à sa rencontre. Guitare, disque de musique et micro, le bureau de Laurent Charliot est bien celui d'un spécialiste de rock. Mais cet espace, c'est aussi celui où il a écrit son tout premier roman. Quand j'écris des livres sur l'histoire du rock, je me cale sur l'histoire le plus réelle possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place à la fiction, puisque ma mission de journaliste rock, c'est d'être au plus près de la réalité. Et là, j'avais envie de cette part de créativité, de pouvoir m'échapper et d'écrire. Donc c'est un challenge, c'est une écriture nouvelle et je l'ai repoussé longtemps parce que j'ai commencé un premier roman il y a une dizaine d'années, je l'ai abandonné parce que je le trouvais pas bien, me sentais pas capable. Laurent n'a pas lâché son idée, c'est finalement sur les conseils d'un ami qu'il se lance sérieusement dans l'écriture de L'ombre d'un roi, une fiction qui raconte l'histoire d'une journaliste du New York Times plongée dans le procès du sénateur Richardson. Je connais pas du tout le journalisme politique, je connaissais pas du tout les scènes de procès, puisque tout tourne autour d'un procès aux États-Unis. Il a fallu faire beaucoup de recherches. Mais j'avais ce point d'ancrage avec mon héroïne, qu'elle était journaliste, et donc dans sa méthode de recherche, dans sa méthode d'investigation, dans sa méthode de curiosité, en fait, il y a des choses que je connaissais déjà, et donc ça me permettait d'avancer un petit peu. Son roman sort le 4 avril, une date suivie d'une tournée de dédicaces en Vendée et en Loire-Atlantique. Rencontrer ses lecteurs, c'est un moment primordial pour cet écrivain mordu de musique. Un musicien, il compose seul dans son coin, certes, mais à un moment, il va vers le public, il va montrer son travail avec des concerts. L'écrivain, c'est vraiment différent, c'est-à-dire qu'on écrit tout seul, et puis après, on envoie des cartons et des caisses chez les libraires, sur les plateformes, mais on a peu de contact avec le lecteur, et puis on a des retours, mais on n'en a pas tant que ça. Au début, je prenais ça comme une corvée, et je me suis aperçu que c'était vraiment salvateur, parce que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de rencontrer les gens, et puis d'avoir leur retour. Laurent Charliot ne compte pas s'arrêter là, un deuxième roman est déjà en cours d'écriture. On termine avec un anniversaire, celui de Yvonne, c'est la doyenne de la résidence du Pont-Rouge à La Roche-sur-Yon. Elle a fêté en famille ses 105 ans et pour elle, il ne faut jamais s'en faire et prendre la vie au jour le jour. Elle n'a besoin d'aucun traitement médical pour rester en forme, mais elle a tout de même un petit péché mignon, ce sont les frites. Ah, on a quelqu'un qui est venu chanter, bien entendu, et puis là on va manger le gâteau.
bien sûr, avec ses 105 ans. Et voilà, tout le monde ici est très gentil avec elle. Bon, c'est vrai que c'est une bonne ambiance, quoi. Voilà. Conseil de longévité avec maman, c'était qu'il fallait jamais s'en faire. Il fallait prendre la vie au jour le jour et puis faire avec. Voilà. Elle n'a pas du tout de médicaments. Voilà, elle fait sa petite vie ici maintenant jusqu'à, voilà, peut-être 106 l'année prochaine. C'est toujours un plaisir de s'occuper d'Yvonne. C'est vraiment une personne formidable. Au niveau des soins, ça se passe bien. Ouais, elle est en forme pendant les soins, elle discute. Elle nous raconte son histoire de vie à l'ancienne. Franchement, c'est vraiment très agréable de s'occuper d'elle. Elle a toujours le sourire. Elle aime bien manger des frites. On se tourne vers votre météo de la matinée maintenant et le temps est plutôt clément encore aujourd'hui malgré quelques nuages dans le ciel vendéen qui peuvent venir masquer le soleil par endroits mais rien de bien méchant. Les températures sont très légèrement à la hausse avec 3 degrés à Montée-du-Vendée, 4 à La Châtaigneraie, Chaland et La Roche-sur-Yon, 5 degrés à Fontenay-le-Comte, les Sables d'Olonne et la Tranche-sur-Mer et 6 degrés du côté de l'Île-Dieu. C'est la fin de ce journal, on passe maintenant au plus de l'info du jour. Et le plus de l'info est aujourd'hui consacré aux 15 ans du passage de la tempête Xynthia en Vendée. Une cérémonie avait lieu dimanche dernier à l'Aiguillon-la-Presqu'île, la commune la plus touchée avec 29 victimes. La culture du risque, elle a commencé tout d'abord par l'endiguement, faire en sorte, entre guillemets, d'étanchéiser ce territoire qui est soumis aux conséquences des aléas climatiques et notamment du réchauffement de l'océan. C'est à peu près 12 km de digues, c'est une dizaine de millions d'euros et puis on a fini l'endiguement principal qui protège les personnes et les biens, mais il y a encore quelques points sur lesquels il faut qu'on travaille. Ça, c'était le premier sujet. C'est ce qui, paradoxalement, a peut-être un peu trop rassurer la population. C'est quoi? C'est l'acculturation de la population aux enjeux qui concernent le territoire, c'est-à-dire savoir faire en sorte que dès le plus jeune âge, on sache sur quel territoire on vit. Donc dans nos écoles, à travers le passeport du civisme, il y a des tas d'informations tenues par la mairie, mais aussi par les enseignants ou par le Conseil des sages, qui a créé son réseau de voisinage, mais qui aussi cultive la culture du risque. C'est nos tout petits qui savent exactement ce à quoi notre territoire est exposé. C'est aussi des témoins, des repères de crue. Donc vous voyez, il faut que chacun sache et comprenne sur quel territoire il vit et quels sont les risques auxquels nous sommes exposés. Par contre, la résilience, ça a toujours un caractère intéressant, tout pendant qu'on est dans l'espoir de la vie. Le jour où on est plutôt dans la survie, c'est plus de la résilience. Et là, la question qui est à se poser en tant que responsable, c'est est-ce que où on relocalise, comment on réaménage le territoire de telle façon à ne pas laisser un habitat exposé à des risques dont on sait qu'à 100% de certitude, les risques vont se réaliser. Xynthia, c'est 2010. Nous sommes 15 ans après. Nous savons que la moyenne de détention, la durée de détention d'un immobilier en France, c'est entre 6 et 7 ans. Ça veut dire que potentiellement, on a déjà 2 générations de propriétaires qui se sont échangés des biens ici et qui n'ont pas connu Xynthia. Donc c'est là la difficulté de continuer, quoi qu'il arrive, à entretenir cette culture, cette mémoire. Pour nous, c'est très très important. D'abord pour honorer les personnes qui ont disparu. Donc on sait que ça s'est pas passé. Et puis c'est le souvenir. On voudrait aussi que ça se transmette au niveau des jeunes générations. On voudrait que Xynthia reste dans les annales parce que c'est passé quand même un drame. Quand même, il y a eu 29 personnes qui ont disparu. Il y a eu plus de 600 maisons qui ont été démolies. Donc je pense qu'il faut que ça reste, qu'on ne tombe pas dans l'oubli comme ça s'est déjà passé autrefois. Et vous pouvez bien sûr retrouver ce plus de l'info, mais aussi le reportage consacré à cette cérémonie des 15 ans de Xynthia en Vendée sur tvvendée.fr. Comme tous les mardis, on parle maintenant de l'actualité des réseaux économiques.
Et ce matin, rencontre avec Antoine Rager, c'est l'animateur du département de la Vendée pour le réseau Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens. Les EDC, c'est une association nationale qui rassemble 3600 entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et donc il y a 3 piliers qui réunissent ces entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Donc ce sont des gens qui ont soit des responsabilités en matière de budget, donc ils ont des pouvoirs d'action entreprise, ils ont charge d'âme, donc des personnes à manager, et ils sont en chemin, alors soit ils sont déjà chrétiens, catholiques, protestants, c'est un mouvement qui est œcuménique, orthodoxe, soit voilà, ils sont en chemin vers ces questions-là, dans un chemin spirituel. Et donc l'objectif de cette association, c'est permettre à ces entrepreneurs et dirigeants d'unifier leur vie spirituelle avec leur vie professionnelle. Le but des EDC, c'est de montrer que ces 2 sphères sont réconciliables et qu'il y a dans sa foi chrétienne un tas de principes qui peuvent nous aider aussi dans notre vie professionnelle, dans la façon qu'on va considérer nos employés, avec un principe de dignité, dans la façon dont on va pouvoir faire confiance aussi à ses employés, déléguer. Ça s'appelle le principe de subsidiarité, donc qui vise à donner de l'autonomie à ses collaborateurs et leur permettre de résoudre des problématiques à l'échelle où ils sont. Donc en fait, ça c'est tout un tas de principes qui sont développés par ce qu'on appelle la pensée sociale chrétienne, donc c'est le socle de pensée qui nous anime et qui, derrière, a des applications très concrètes dans la vie du dirigeant. Donc les rencontres sont prévues 1 fois par mois. Donc ça, c'est des rencontres qui durent 2 heures. On commence par un temps de prière, voilà, donc pour permettre de se mettre en présence du Seigneur. Ensuite, on a un tour de table qui dure à peu près une 30aine de minutes, où on partage les moments saillants à la fois sur notre vie professionnelle et notre vie personnelle, parce qu'on est aussi en fait un groupe où on partage, on s'entraide. Et ensuite, on va traiter un thème. Ça peut être justement la question de la reconnaissance au travail. Comment on témoigne de la reconnaissance, en quoi témoigner de la reconnaissance est un acte d'amour, par exemple. Sur la question de la liberté. Quelle liberté est-ce qu'on peut donner à ses collaborateurs? On essaye justement d'être vraiment concret et de parler de nos expériences personnelles. Voilà, moi, je suis un petit entrepreneur, j'ai 1 salariée. On confronte ça aussi avec l'expérience de chacun. Moi, je suis avec des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, qui ont une 60aine d'années et qui dirigent des grandes entreprises. Donc, je me nourris aussi de ces échanges-là. C'est très intéressant. Et Antoine Rager au micro donc de Ève Jounot pour cette découverte du réseau des entrepreneurs et dirigeants d'entreprises chrétiens. Voici maintenant l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est l'émission Backstage présentée par David Ovinet. Il reçoit aujourd'hui le chanteur Graziani qui vient de sortir un nouvel album dans lequel il aborde notamment le sujet du harcèlement moral. T'as été victime d'harcèlement pour mettre tout ça sur papier? Moi, personnellement, non, mais j'ai connu des gens qui ont vécu ce genre de choses et qui en gardent également des séquelles. Donc, je pense que c'est important d'alerter sur ce sujet-là et si ça peut faire prendre conscience à quelques personnes que c'est grave et de faire attention à leurs agissements, c'est déjà une victoire, quoi. Ensuite, 2021, Euphorie, 6 titres pour cette EP. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Le premier EP, voilà, c'était, ça a toujours été un rêve pour moi de sortir un album, voilà, l'objet, quoi, l'album. Donc on a commencé avec cette EP de 6 titres, notamment il y avait la chanson Ciao Ciao, il y avait 6h03 que je fais toujours aujourd'hui. C'est mes premiers textes, mes premiers pas dans la musique, donc ça a été le fait de mettre le pied à l'étrier, de sortir un premier projet. Et j'espère avoir quand même évolué depuis, mais voilà, c'était le premier pied à l'étrier et cet album, ce petit EP, j'en garde un très bon souvenir. Et vous retrouvez ce numéro de Backstage aujourd'hui sur TV Vendée. Voici les titres que nous avons développés ensemble ce matin. Nous sommes allés du côté de Angles à la rencontre du maire de la commune qui se démène pour trouver un médecin et un dentiste pour ses administrés. Il a contacté la totalité des facs de médecine et dentaire de France, mais pour l'instant, rien n'y fait. Il espère pouvoir rapidement convaincre de jeunes médecins et jeunes dentistes de venir s'installer dans sa commune. Nous avons également fait le bilan du nouveau système de ramassage des biodéchets
projet développé par l'agglomération des Sables d'Olonne. Un bilan plutôt positif puisque le système va être étendu, mais il reste près de 15 000 foyers à équiper d'un nouveau système de tri. Et pour finir, nous sommes allés à la rencontre de Laurent Charliot, la Bible ligérienne du rock. Auteur de nombreux ouvrages sur la musique, il s'apprête à sortir son tout premier roman. Ce sera le 4 avril prochain. Voici maintenant, comme tous les matins, le jeu de la matinale. Et à gagner cette semaine dans le jeu de la matinale une pendule avec les marées, pendule spéciale Vendée Globe offerte par le comptoir de la mer. Voici la question donc de cette semaine, question un petit peu histoire. À quoi ressemblait le blocos hôpital des Sables d'Olonne vu de l'extérieur en 1943 ? Hier, je vous indiquais qu'il était situé en plein centre-ville. Aujourd'hui, je vous indique plus précisément qu'il est construit sur le site de l'abbaye de Sainte-Croix. Vous retrouvez bien sûr la question de la semaine et l'ensemble des indices jour après jour sur tvvendée.fr. Prochain indice, c'est bien demain matin et vous avez bien sûr jusqu'à vendredi pour tenter votre chance. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient à 12h30 avec le journal présenté par Aurélien Huard. Quant à moi, je vous dis à demain. Rendez-vous à partir de 7h.